Personnage principal, Asdinamed Chaouch. Bienvenue dans Personnage principal où l'on se sert de la fiction pour essayer d'expliquer la réalité, parce qu'on trouve aujourd'hui que la réalité, bien, elle a dépassé la fiction. C'est une émission, donc on essaie donc d'aller au-delà de cette réalité. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui essaie de nous empêcher, disons, de basculer dans le Black Mirror. Et oui, le but de cet épisode de Personnage principal, c'est de vous aider à vous former une opinion, notamment sur l'interdiction des écrans aux moins de 15 ans et sur, vous allez voir, le sevrage numérique en général. C'est actuellement en plein débat parlementaire. Et pour en parler, je reçois la nouvelle madame réseaux sociaux en France. J'aime bien dire ça. Vous allez me dire si c'est vrai. Najat Vallaud-Belkacem, comment allez-vous ? Ça va très bien, je vous remercie. Plutôt madame sevrage numérique que madame réseaux sociaux, mais ok. Déjà, est-ce que vous êtes sur tous les réseaux et vous préférez quel réseau social ? Parce que vous êtes sur les réseaux. Je suis sur les réseaux, indéniablement, et contrairement à certains, je ne les ai pas quittés. Je pense à X en particulier, il y a eu tout un mouvement... mais en fait, j'ai préféré rester parce que moi, je préfère observer ce qui s'y passe en fait et essayer de comprendre. Donc, je suis sur Instagram, X, LinkedIn, Blue Sky néanmoins. Voilà, je suis un peu partout. Facebook, bien sûr. C'est le paradoxe. Par exemple, sur X, on alimente la bête qu'on critique en fait un petit peu chacun. Oui, d'une certaine façon, et en même temps, si on veut que ce soit le réceptacle justement d'avis très différents et pas tous idéologiquement marqués à la manière d'Elon Musk, je pense que c'est pas inutile d'y écrire aussi. Vous préférez quel réseau social ? S'il y en a un que vous deviez conseiller un réseau social. Je dirais LinkedIn. Ah oui. C'est boulot. Donc LinkedIn, on rappelle, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, c'est un réseau professionnel à l'origine, c'est ça ? Alors, à l'origine, comme vous venez de dire, parce qu'en réalité, maintenant, ils s'y échangent aussi des idées, du commentaire d'actualité, mais disons que ça se fait quand même sur un ton plus posé, moins outrancier ou haineux que sur bon nombre d'autres réseaux. Alors ici, on commence toujours, d'ailleurs comme toutes les séries, par l'origin story. Vous êtes né à Beni Chekr au Maroc, c'est ça ? Oui, au nord du Maroc. Au nord du Maroc. On vous a connu comme ministre de l'Éducation. Entre-temps, il s'est passé quoi ? D'abord, avant d'être ministre de l'Éducation, j'ai été longuement élue locale à Lyon et dans la région lyonnaise. Avant d'être ministre de l'Éducation, j'ai été ministre des Droits des femmes. Oui. Ça a toute son importance. Et puis ensuite, d'abord, je suis passée par le secteur privé. J'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Ipsos, où il était question pour moi d'y voir plus clair sur ce qui se passe dans les cerveaux des gens. Ouais. En fait, tout est à sa cohérence, vous allez le voir, puisque finalement, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de psychologie cognitive. Ipsos, c'est une entreprise qui a coup notamment de sondage d'opinion, etc. Nous, on connaît Ipsos quand un média reprend et achète un sondage. Exactement. Et là, on a un sondage avec qui est aujourd'hui en tête pour être président de l'Élysée, par exemple. Bon, en fait, c'est un peu trop résumé que de présenter cette entreprise comme ça, parce qu'elle fait beaucoup d'études pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des citoyens et des consommateurs. Et donc, finalement, mieux comprendre comment est-ce que certains discours que nous tenons, certaines publicités qui passent, etc., sont déconnantes ou pas dans les objectifs qu'elles se fixent. Et là, j'avoue qu'après y avoir passé quelques années, en fait, ça m'a carrément donné envie de reprendre le chemin de l'engagement, parce qu'une fois que vous comprenez un peu ce qui se passe dans la tête des gens et en même temps les grands défis qui se posent à nous, eh bien, vous vous dites, mais en fait, on ne peut pas rester spectateur. Donc, j'ai pris la tête d'une ONG qui s'appelle One et que j'ai dirigée en France pendant 4 ans et qui s'occupe de lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde et ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire ces maladies qu'on sait soigner et que pourtant on ne soigne pas dans un certain nombre de pays, avec des gens qui en meurent alors qu'on aurait pu les sauver. Donc le paludisme, la malaria. Par manque de moyens et de volonté politique. Et puis par manque d'organisation mondiale véritablement autour de l'accès aux soins plus équitable. Donc pendant 4 ans, j'ai travaillé sur ces questions-là. Ça correspondait évidemment au début du Covid et c'était d'ailleurs cette période du Covid qui a provoqué chez moi l'envie de m'engager sur ces sujets. Et puis, plus récemment, j'ai rejoint la Cour des comptes comme magistrate à la Cour des comptes, en charge donc notamment de l'évaluation de politique publique, du contrôle des finances publiques. Et parallèlement à cela, je préside depuis maintenant 2021, donc 4 ans,
une structure qui s'appelle France Terre d'Asile et qui est une grande association qui s'occupe d'accueillir dignement, d'héberger, d'accompagner sur un plan juridique et social les demandeurs d'asile en France. Alors justement, comment on peut décrire votre rôle dans la vie publique maintenant? On vous met quel poste au générique? Ex-ministre de François Hollande, ancienne camarade d'Emmanuel Macron, présidente d'une grande asso, conseillère maître à la Cour des comptes ou madame sevrage numérique? Sympa, on vous laisse le choix. Non, mais c'est amusant parce que ça peut donner l'impression que ce sont plein de casquettes, disons, divergentes, alors que pas du tout, en fait, dans ma tête. Allez-y, rentrons dans votre tête. Mais peut-être y suis-je seule. Elles convergent toutes, ces casquettes. C'est-à-dire que d'abord, il y a quand même le goût de l'action publique, du bien commun, de l'intérêt général qui transcende finalement chacun de mes choix. Vous aurez remarqué que même quand je pars dans le privé, je ne vais pas dans une entreprise qui vend un produit X, je vais dans une entreprise qui cherche à mieux comprendre comment est-ce que les citoyens finalement voient le monde. Donc c'est quand même, il y a un intérêt de ma part pour l'action collective. Cette action collective, elle va se poursuivre dans le milieu associatif naturellement. Elle se poursuit à la Cour des comptes parce qu'en réalité, évaluer les politiques publiques, c'est justement croire au fait que la politique publique, ça peut changer la vie des gens à condition qu'elle ne dysfonctionne pas. Et donc, c'est se donner les moyens de savoir ce qui dysfonctionne. Et puis, finalement, sevrage numérique, pour finir par lui, ça fait partie de ces écrits, de ces réflexions qui sont les miennes depuis quelques années. Et ce sujet, il a retenu mon attention parce que pour moi, c'est un bouleversement anthropologique de notre société, de nos façons d'être au quotidien et dont on n'a pas vraiment pris la mesure. Ou plus exactement, comme vous le disiez vous-même en introduction, on en a pris la mesure s'agissant des jeunes. Alors, on tente de cadrer mieux l'usage du numérique par les jeunes, interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, etc. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée est bien plus importante. Elle nous concerne tous, y compris les adultes. Et honnêtement, on est assujettis, on a été capturés par cet univers du numérique et on ne s'en rend pas compte. On va en parler longuement. Je déroule encore un petit peu le passé. Le passé, on va dire passé qui n'est pas si passé que ça. C'est quoi votre scène phare dans votre carrière politique ? Quelle était votre scène phare ? Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. C'est trop dur de faire le choix. Choisir une. En positif ? Oui, plutôt. Comme vous voulez, si vous voulez. Profitez-en. Quand un journaliste vous demande un truc positif, il faut y aller. Hein. Non, mais en positif, j'ai envie de dire les 2 fois où il m'a été proposé, et que je l'ai accepté naturellement, de prendre une fonction de ministre, tout simplement. La première fois, quand je suis devenue ministre des droits des femmes, c'est une scène phare pour moi, parce que vraiment, vous ne pouvez pas savoir combien ce sujet me tenait à cœur et combien j'étais heureuse. Et la deuxième fois, quand je suis devenue ministre de l'Éducation nationale, parce que dans la vie de quelqu'un comme moi, encore une fois, le concept même d'éducation a une importance tellement folle. J'imagine pas une seconde qu'on puisse améliorer la société si on n'agit pas sur l'éducation, que c'était un honneur inouï. Donc en fait, ces 2 fois-là, ces 2 propositions, ces 2 acceptations, même si elles s'accompagnent d'une charge immensément lourde, c'est le début des emmerdes, comme vous dites, malgré tout, c'est une exaltation franchement incomparable. Et en négatif, c'est quoi ? C'est quand Valeurs Actuelles titre l'ayatollah en mettant votre visage ? En une ? Non, c'est marrant. C'est pas ce qui me serait venu le plus immédiatement à l'esprit. Ce serait leur accorder trop d'importance. Non. En négatif, les attentats de 2015. Oui. Je crois que c'est vraiment, franchement, dans ma vie politique, c'est le moment. Quand je dis les attentats, c'est à la fois le jour même des attentats, c'est-à-dire ces images à la télévision des frères Kouachi sortant de chez Charlie Hebdo, en plus avec cette phrase qui vous horrifie quand vous êtes vous-même de culture musulmane, on a vengé le prophète, vous voyez, comme s'il vous embarquait dans cet acte terroriste. Vous êtes sentie prisonnière un petit peu ? Ah, mais c'était horrible. Et donc ça, et puis surtout de découvrir la tragédie, les morts, et puis en plus cette année 2015, elle a été suivie évidemment de l'hypercachère, un peu plus tard le Bataclan. Enfin, vraiment, ça a été une année meurtrière. Et il faut se souvenir que j'étais ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là. Et donc, pour moi, ça a signifié, au-delà du haut-le-cœur immédiat et de la peine, ça a signifié aussi gérer des choses comme
instaurer des minutes de silence dans les Oui. établissements, avoir dans les mois qui suivaient régulièrement des coups de fil anonymes pour dire une bombe a été placée dans tel établissement scolaire et elle va exploser, et devoir prendre la décision, parce que la décision finale vous revient, de savoir si on ferme un établissement scolaire à chaque fois qu'on a ce genre d'alerte, ou est-ce que c'est déjà une façon de plier devant les terroristes. Enfin, donc oui, c'est ça, moi, mon souvenir le plus douloureux. Et puis c'était en plein débat prémisse, je dirais non, moi-même en plein débat sur la laïcité, notamment vous parlez des minutes de Bien silence, sûr. avec évidemment Charlie Hebdo qui était visé, et c'est le début quand même d'une fissure aussi à gauche, non, intellectuelle et idéologique. Je ne sais pas si ça date de là, mais clairement, il y a eu une espèce de crispation, je vais dire comme ça, à ce moment-là, d'un certain nombre de gens qui étaient dans le ventre mou, disons, sur ces questions de laïcité, enfin, qui trouvaient ça important, évidemment, hein, que la laïcité soit une des valeurs cardinales de notre République. Je pense qu'il y a très peu de gens qui y sont opposés, il y en a encore, mais très peu. Disons qu'il y avait un ventre mou de gens qui pensaient que c'était important, et en même temps qui comprenaient que la laïcité, d'une certaine façon, ça n'est pas une religion dans le sens où on ne la fait pas entrer de force, pas avec toute son idéologie dans la tête des gens, mais que c'est quelque chose qui doit se vivre charnellement, s'expérimenter. Et c'est pour ça d'ailleurs que la charte de la laïcité avait commencé à être apposée dans les établissements scolaires à partir de 2012 avec Vincent Peillon. Et c'est pour ça qu'on faisait un gros travail sur la pédagogie de la laïcité pour que les enfants comprennent en quoi c'était une valeur extrêmement précieuse et se l'approprient. Et pas une espèce de catéchisme venu de l'extérieur et désignant des gens qui n'étaient pas dans le cercle. C'est encore eu comme ça parfois, hein. Par certains, oui, évidemment. Donc, en fait, je dirais que certains sont tombés dans cette grande crispation et ça a créé beaucoup de malentendus parce que finalement, ça a conduit à pointer du doigt des populations qui, soi-disant, ne rentraient pas dans le moule, sans prendre même le temps de chercher à convaincre ces populations de la valeur qu'était la laïcité. On peut dire les mots, les Arabes et les musulmans. Vraiment, c'est facile à dire pour moi. Mais certains d'entre eux se sont sentis très visés, oui, bien en effet. Et c'est compliqué quand vous êtes un élève, si vous voulez, surtout un jeune élève. Il faut, en fait, je le dis souvent en parlant notamment de ce livre, mais il faut toujours se souvenir que les mineurs ne sont pas des majeurs en miniature. Les mineurs, ça a un cerveau encore particulier parce qu'il n'est pas fini. Donc, en fait, ça a une vulnérabilité particulière, ça a des besoins particuliers dans le cerveau et, à contrario, des capacités restreintes quand il s'agit, par exemple, de contenir ses impulsions, d'évaluer les risques, etc. C'est ça, un cerveau d'enfant, d'adolescent. Et donc, du coup, il faut toujours penser les politiques publiques ou les débats publics qu'on a, la façon dont ils sont accueillis par ces cerveaux d'enfants ou d'adolescents. Et quand on a des débats publics extrêmement durs, accusateurs, etc., à l'égard de certaines populations, eh bien, les enfants en question les accueillent en considérant que c'est eux-mêmes qui sont mis en accusation. Ils ne prennent pas de recul. Donc, quand, par exemple, il y a tous les débats autour des femmes qui portent un foulard, par exemple, tous les enfants dont la mère porte un foulard se sentent immédiatement, eux, attaqués et se disent, il n'y a pas vraiment de place pour nous, en fait, dans cette société. On dit liberté, égalité, fraternité, mais ça se fait sans nous. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut combattre. Il faut être plus sérieux, je crois, sur ces questions. Alors, votre nouveau film, vous, ce sont les réseaux sociaux, hein, le sevrage numérique. C'était quoi le déclic? Pourquoi, comme ça, vous êtes dit, je vais fouiller le sujet, je vais enquêter, je vais m'intéresser, je vais devenir l'une des interlocutrices du débat public? C'est amusant comment vous posez la question. Je n'ai pas cherché à devenir une interlocutrice du débat public. En fait, je vais vous dire, j'ai vraiment... Non, mais de vous inviter sur un plateau sur ce sujet-là, il y a quelques années, on ne l'aurait pas fait. On vous aurait invité pour parler d'éducation, pour parler politique, pour parler du PS. Voilà. Mais ce n'était pas nécessairement pour élargir la corde. C'est simplement qu'à un moment donné, je suis aussi une femme, une citoyenne, une mère de famille. Je suis, par ailleurs, comme vous l'avez dit, convaincue que la politique a son rôle à jouer dans notre vie collective. Et en tant qu'individu, j'ai commencé à me rendre compte de la façon dont j'étais happée par ce petit écran. Voilà. Petit écran de smartphone, mais vraiment des heures considérables par jour.
Et évidemment, je l'ai constaté aussi chez mes enfants, comme tous les parents, je crois, dans ce pays, comme dans bien d'autres. Et en fait, je me suis dit, mais à côté de quoi on passe à force d'être ainsi capturé ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette mécanique qui nous retient, qui nous rend addicts, qui nous retient dépendants à ce point-là. Parce qu'en vérité, très souvent, je suis sûre que vous en faites l'expérience, vous vous dites, non, c'est pas possible, cette fois-ci, je vais pas y passer 1h30 à scroller avant de dormir, c'est pas possible. Et pourtant, vous le faites. C'est-à-dire que la machine est plus forte que votre cerveau. C'est vrai. Donc en fait, c'est en partant de ce constat-là que j'ai commencé d'abord à écouter avec plus d'attention ce qui pouvait se dire du sujet. Alors au moment où je commence à y réfléchir, on est 2 ans en arrière, hein. Et j'écris une tribune dans la presse. Je me souviens, c'est parce qu'elle commençait par j'ai un problème, nous avons tous un problème. Et donc ça parlait de ce rapport aux écrans et de leur surprésence dans nos vies et de la nécessité d'aller vers une forme de sobriété, voire de rationnement. Et alors cette tribune avait fait couler énormément d'encre. Moi je suis habituée avec beaucoup de propos critiques. Oui, bien sûr, sur le mode scandaleux, elle cherche à nous censurer. Ouais, on va revenir évidemment à ce sujet. Et en fait, pour la petite blague, il se trouve que quand je suis rentrée chez moi le soir, mes propres enfants se sont retournés contre moi. Parce qu'évidemment, la tribune, elle a été relayée, y compris sur TikTok. Ah oui, ils ont plus vu les commentaires oui, là où ils prennent leurs informations. Alors donc, du coup, mes propres enfants se retournent contre moi en me disant « Mais maman, mais comment t'as pu dire ça ? Comment t'as osé ? Mais nos copains, etc. Tu te rends pas compte comment rationner le temps d'écran, etc. » Et donc, du coup, je me suis dit, décidément, il y a un sujet. Je vais encore plus les embêter. C'est pas que je les aime pas, mais il y a quand même évidemment un sujet, que ce soit du côté des adultes ou du côté des jeunes. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à creuser. Et d'ailleurs, ma fille, je me souviens à ce moment-là, m'avait dit « Mais vas-y, rationne-toi, tu verras ce que ça fait. » Et c'est comme ça que commence mon livre, par cette expérience de sevrage numérique que je m'auto-administre. Justement, vous parlez de vos enfants, c'est intéressant, c'est exactement la question qui arrive derrière. Pour beaucoup d'ados, vous êtes la méchante dans l'histoire. C'est fou. Alors vous que défendez une interdiction ou une limitation. Voilà, on parle beaucoup de l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, mais pourquoi vous défendez cette interdiction aussi simplement ? Et elle est simple la question. Je suis un enfant, imaginons. Enfin, en tout cas, j'ai un enfant. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Donnez-moi les arguments. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, un enfant, ça a une vulnérabilité particulière dans le sens où son cerveau n'est pas prêt pour se défendre de lui-même contre toutes ces mécaniques addictives de dépendance qui sont installées par les plateformes sur les réseaux sociaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas des espaces neutres, quoi. Contrairement justement au mythe, on a l'impression que comme tout le monde peut s'y exprimer, c'est un espace neutre dans le sens où n'importe qui y verse ce qu'il veut. Mais en fait, les contenus qui vont y être versés, ils ne sont pas pareillement visibles, vous le savez bien. Je veux dire, c'est les contenus les plus toxiques, haineux, porteurs de clash, etc., qui sont mis en avant par l'algorithme au détriment des contenus nuancés, de complexité, de science, etc. Donc, en fait, déjà, la question, c'est celle du contenu auquel ces enfants sont confrontés. Deuxièmement, les plateformes ont, ces dernières années, développé des mécaniques, le scrolling à l'infini, le fait de vous enfermer dans des bulles de filtre où vous voyez toujours la même chose, les outils de la viralité comme les tweets, les relikes, etc., qui font que vous avez des doses de dopamine à chaque fois que vous revenez pour vérifier si un de vos posts a eu des on cœurs. Le fait tous, ça. Toutes ces mécaniques, en fait, elles n'ont pas été installées par hasard, elles ont été conçues par l'industrie du numérique et ses GAFAM en particulier, avec l'aide d'une armée d'ingénieurs, de psychologues, etc., pour finalement être plus fort que votre cerveau. C'est-à-dire pour vous retenir, même quand votre cerveau voudrait s'échapper. C'est ça, en fait. Et pourquoi on cherche à vous retenir ? Parce que vous retenir en ligne le plus longtemps possible, c'est ainsi qu'elles monétisent leur rentabilité en fait auprès des marques, les plateformes. C'est-à-dire qu'elles leur disent, regardez, moi je les retiens très longtemps, donc pendant qu'ils sont en ligne, je collecte toutes leurs données. Comme ça, vous pouvez leur envoyer des publicités très ciblées et vous maximisez vos chances de vendre vos produits. C'est la conversation qui a lieu entre les plateformes et les marques. Et donc, tout ça se fait sur notre dos, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps qu'on reste en ligne, il est au détriment de notre bien-être, parce que trop d'écran, évidemment, je veux dire, tout le monde le sait. Donc, pour revenir aux ados,
Si on met bout à bout ces mécaniques addictives, ce contenu qui est quand même extrêmement polarisant, qui est discriminant, enfin je veux dire, il y a plein de choses qui ont été écrites sur le sujet, et puis les risques avérés de cyberharcèlement, on se dit, leur cerveau n'est pas prêt à se défendre face à tout cela, et donc c'est une mesure de salubrité, d'hygiène en quelque sorte, mentale, que de les préserver jusqu'à un certain âge. Et vous n'avez pas l'impression qu'on resserre, on a déjà entendu ça, on va dire, nous, dans notre enfance à nous, on avait les jeux vidéo, les prémices des jeux vidéo de la télé, on disait déjà que ça allait être catastrophique pour notre cerveau. Est-ce qu'on a été atteint par ça, et pour vous, est-ce que c'est vraiment différent ? Je pense que la grande différence entre la télévision et les jeux vidéo tels que vous les avez connus, pardon. Vous n'avez pas connu. Non, mais je vous fais Bien passer. sûr. Non, c'est pas ça, c'est que je vous fais passer pour un vieux, Oui. mais par rapport aux ados dont on parle, je sais que vous êtes jeune, mais par rapport aux ados dont j'ai on connu. parle. Non, je suis Donc, là-dedans. La grande différence entre la télévision et les jeux vidéo tels que vous les avez connus et les réseaux sociaux d'aujourd'hui et les jeux vidéo tels qu'ils existent aujourd'hui, elle se trouve où, la grande différence ? Elle se trouve dans l'infini. Votre jeu vidéo à l'époque, vous l'achetiez, vous aviez des étapes à passer, etc. Puis à un moment donné, vous aviez fini le jeu vidéo. C'était parfait. Enfin, vous le terminiez, c'était terminé. La télévision, vous aimiez le Club Dorothée, mettons. Vous rentriez le mercredi après-midi, vous regardiez pendant 3 heures. À un moment donné, c'était terminé. Et comme quand ça se terminait, arrivait à un programme sur, je sais pas moi, les questions au gouvernement ou au Sénat, ou un programme de chasse et de pêche, vous vous dites... je vais peut-être aller faire autre chose et jouer au billes. Bon, aujourd'hui, réseaux sociaux comme jeux vidéo fonctionnent sur une autre logique, c'est l'infini. Et la question, c'est est-ce que notre cerveau est fait pour l'infini ? L'infini qui vous retient en ligne, mais jusqu'à 10 heures à la limite, rien ne va venir interrompre cette boucle. Et les jeux vidéo en ligne, c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, vous pensez avoir acheté le jeu, mais en fait, vous avez acheté d'une certaine façon la coquille, mais ensuite, c'est en ligne que ça va s'enrichir en permanence de nouvelles étapes. Et qui plus est, on vous demande de réacheter des choses à chaque étape. Donc, il y a aussi la question du portefeuille, mais bon, bref. Et les réseaux sociaux, même chose. Vous scrollez, ça peut ne jamais s'arrêter. Il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter. Donc, en fait, c'est cet infini-là qui pose question parce que, par définition, vous vous retrouvez à y passer trop de temps. Voudriez-vous faire autrement ? Il y a un film qui s'appelle L'avocat du diable avec Al Pacino. Aujourd'hui, c'est moi l'avocat du diable. Donc je vous mets des arguments contre peut-être votre travail ou votre pensée, même si je ne pense pas à ce que je dis parfois, mais vous ne le saurez jamais. Souvent, justement, ces mesures de restriction numérique, elles peuvent être vues, là aussi, je me mets du côté de vos détracteurs, elles peuvent être vues comme, encore une fois, des vices cachés, comme la fin de l'anonymat, comme la surveillance des citoyens, encore une nouvelle fois, une atteinte à nos libertés. Vous répondez quoi à ça ? Ce qui est vrai, ça peut être vu comme ça. On se dit, allez, ils nous refont le coup du Covid. Non mais merci de poser cette question parce là, vous que dites, c'est... je suis sur Sud Radio, je suis pas Radio Nova. Non, pas du tout. Merci de la poser parce que je pense que fondamentalement, c'est là-dessus que la bataille culturelle, pour le moment, a été perdue. De quelle bataille culturelle est-ce que je parle ? De celle qui a consisté pour les plateformes, les GAFAM, les acteurs. Il faut toujours, quand je dis GAFAM, il faut avoir en tête Elon Musk, Mark Zuckerberg. Il faut les incarner, il faut les identifier parce que sinon on ne voit pas, on se dit peut-être qu'ils sont neutres, etc. Non. Pour ces acteurs-là, ils ont mené toute une bataille culturelle pour réussir à convaincre l'opinion publique que ces outils leur permettaient la liberté d'expression. Que ces outils, c'était la définition de leur liberté d'expression. Un peu comme autrefois, les industriels du tabac avaient réussi à convaincre l'opinion publique que fumer, malgré les alertes sur le fait que ça provoquait du cancer, etc., c'était leur liberté. Mais en fait, à un moment donné, il faut reprendre ce combat culturel-là. Et s'agissant de ces outils et du temps d'écran, je rappelle quand même, en parlant de temps d'écran, qu'à l'échelle d'une vie, c'est 27 ans de notre vie que l'on consacre à les yeux rivés sur ce smartphone. Donc, il faut reprendre le combat pour dire aux gens, mais de quelle liberté on parle ? En fait, c'est votre liberté qui est mise à mal en vous enfermant à ce point. Par ailleurs, s'agissant de la liberté d'expression en tant que telle, c'est pas parce que, soi-disant, tout le monde peut poster sur X que ça veut dire que
comme je vous le disais tout à l'heure, votre message sera vu et viral et mis en avant par l'algorithme. Seuls les messages qui servent les intérêts de l'algorithme sont vous retenir en ligne grâce à des émotions négatives, parce que la science a démontré que ce sont les émotions négatives qui vous retiennent le plus concentrés, engagés. Et si votre message que vous publiez est fait pour dire quelque chose de positif, de constructif et sans appel à la haine ou à la peur, croyez-moi, il ne sera pas plus vu que cela. Donc la liberté d'expression, elle est toute relative tout de même. Les ravages des écrans chez les mineurs, c'est un sujet qu'on a pu voir traité en profondeur et avec talent dans la série Adolescence. Est-ce que vous avez vu ou pas la série? J'ai adoré Adolescence, il faut absolument la voir. Parce qu'en fait, tout est dans cette série. Vraiment, elle est d'une finesse incroyable. Et l'une des choses qui y est, c'est à quel point les parents sont désorientés. Les parents de cet adolescent, je ne veux pas spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu. Il faut pitcher un peu, quoi. Bon, alors en gros, c'est l'histoire d'un adolescent dont on découvre un beau jour, même si beaucoup de questions se posent tout au long de la série, mais enfin bon, bref, dont on découvre qu'il a tué une de ses camarades de classe. Et pourquoi il l'a tué? Parce que tout simplement, il a été embarqué dans une boucle de contenu masculiniste en ligne auquel il a adhéré au point de s'en prendre à cette fille. Et on parle d'un ado de 12-13 ans, je crois. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus intéressé dans la série, c'est en effet les parents totalement désorientés. Et cette scène où on les voit tous les deux pleurant, parce qu'à la fin, évidemment, ça se terminera mal, pleurant et se demandant mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi. Qu'est-ce qu'on a mal fait plus exactement dans l'éducation de cet enfant? On l'a aimé, on lui a offert des vacances, on était une famille aimante, il n'y avait pas de problème, il sortait pas, il se droguait pas, on n'avait pas d'inquiétude, on était une famille ordinaire, pas dysfonctionnelle, mais le fond de l'affaire, c'est il était dans sa chambre, enfermé, on le pensait à l'abri. En fait, face à son écran, il était dans l'univers le plus dangereux qui puisse être. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans cette boucle-là. Combien d'enfants, franchement, tombent dans des boucles qui les amènent à se suicider, qui les amènent à s'automutiler, tout ça. Voilà, il faut plus de contrôle. Faudrait pas faire une sur série tout comme ça. Un livre, c'est bien, mais est-ce qu'une série, un film, c'est pas plus efficace en France? Si, vous avez raison. Si. S'il y a un réalisateur qui écoute. Vous avez beaucoup de réalisateurs qui écoutent. J'ai le bras long. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, le combat culturel, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et que je vais essayer de résumer en vous disant qu'il y a une liberté qu'il faut pousser un peu plus en haut dans ce combat, c'est la disponibilité d'esprit, en fait. Préservons notre disponibilité d'esprit. Ça, c'est une liberté fondamentale que d'avoir cette disponibilité d'esprit et que de ne pas la vendre, en quelque sorte, aussi légèrement à tous ceux qui cherchent à la rentabiliser. Il faut des films pour cela, il faut des séries, il faut des exercices culturels. Et comment on remet l'addiction aux écrans au cœur du scénario de la présidentielle? C'est quand même, ça peut être un sujet majeur. Là, on sent qu'on n'est pas parti pour parler de ça, la présidentielle. Non. Mais il y a tellement de sujets dont il faudrait parler dans la présidentielle. Et pour l'instant, je ne sais pas de quoi. Vous savez, les politiques, vous savez mieux que moi, ils disent toujours il faut des sujets concernants. Alors, on parle toujours, on dit le pouvoir d'achat, l'immigration, voilà. Et là, c'est un sujet concernant. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de familles, voire toutes les familles, qui sont concernées par le sevrage numérique. Absolument. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est un vrai bouleversement anthropologique. C'est-à-dire que c'est pas seulement un sujet concernant, c'est un sujet absolument majeur. Et d'autant que l'intelligence artificielle générative vient évidemment amplifier et aggraver un certain nombre des phénomènes que j'évoquais. Par exemple, si vous considérez déjà que c'est un problème d'être enfermé dans des bulles de filtre où on vous sert toujours les contenus que soi-disant votre cerveau veut voir, imaginez l'effet que l'intelligence artificielle générative a là-dessus, c'est-à-dire qu'elle va encore plus alimenter les bulles de filtre avec des faux contenus massivement, et donc vous allez être encore plus enfermé. Si je vous dis que déjà on a un problème avec le fait que les gens n'ont plus de lien social humain parce qu'ils passent plus de temps sur écran, l'IA générative qui vous sert des coachs en psychologie numérique et qui vous dit allez, confiez-moi vos problèmes et je vais vous répondre en direct, ça aggrave encore plus le phénomène. Donc c'est clair que l'IA
qui est déjà là, hein, c'est pas pour demain, elle aggrave considérablement le phénomène. Et donc, il faut absolument que le politique se ressaisisse de tout cela en posant les bonnes questions, c'est-à-dire celle de notre libre arbitre. Comment préserver notre libre arbitre? C'est amusant d'ailleurs, parce que vous parliez tout à l'heure de laïcité, mais en discutant de tout ça, je suis en train de me faire la réflexion qu'en vérité, la question du libre arbitre face au numérique, elle devrait avoir la même importance que celle qu'on accorde à la laïcité dans nos valeurs de la République, parce que c'est quelque part, c'est ça la laïcité, c'est justement préserver notre libre arbitre face aux idéologies des religions, au dogmatisme des religions. Ici, c'est préserver notre libre arbitre face à la rentabilité des plateformes du numérique. Donc, oui, vraiment, les politiques, saisissez-vous-en. Sinon, honnêtement, dans quelques années à peine, on sera dans une société qui aura perdu tout esprit critique et notre démocratie même, est-ce qu'elle existera encore? Alors dans ce scénario, c'est rare que la gauche, en fait, elle soit pour une interdiction. C'est la question que j'aimerais un peu presque intellectuelle poser avec vous. On peut être de gauche et vouloir interdire quelque chose. Et est-ce que c'est pas chiant d'être d'accord avec Emmanuel Macron aujourd'hui sur ce sujet? Parce que vous êtes à peu près sur la même ligne. Alors, on est sur la même ligne s'agissant de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Oui. Mais sur le reste, Emmanuel Macron, j'ai jamais entendu s'exprimer. C'est le reste qui est important. Le reste, donc, que raconte le livre, c'est dès lors que les adultes aussi sont pris dans cette machinerie infernale, il faut absolument réguler sévèrement les plateformes, c'est-à-dire mener un bras de fer avec les plateformes, les obliger à changer la nature de leurs algorithmes, transformer leur statut juridique, parce que la grande blague, la grande fiction juridique d'aujourd'hui, c'est de considérer que ces plateformes sont des hébergeurs de contenu, alors qu'elles sont clairement des éditeurs de contenu, puisqu'elles ont installé des algorithmes qui font la part belle à tel type de contenu plutôt que tel autre. Ça veut dire qu'elles font des choix éditoriaux. Donc, transformons-les en éditeurs sur un plan juridique, ce qui permettra de les attaquer en justice à chaque fois qu'il y a un contenu qui est problématique. Et Dieu sait qu'il y a du contenu problématique. Et donc, dès lors que vous aurez une multiplication de procès, alors, un peu comme ça s'est passé avec l'industrie du tabac, les grandes entreprises de ce secteur seront obligées d'accepter les régulations, de revoir leur mode de fonctionnement. Donc en fait, ce que dit le livre aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, les politiques français n'en parlent jamais. Ils parlent jamais d'une mesure, de revoir le système qui repose sur la publicité. Ils parlent juste des mineurs. Et c'est ça, moi, que je reproche. C'est pas assez, donc il faut aller plus loin dans le scénario. Mais il faut évidemment aller beaucoup plus loin. Il faut parler avec des ingénieurs, des techniciens, comme je l'ai fait dans le cadre de cette enquête, qui vous expliquent ce qui est faisable sur un plan technique pour affaiblir les algorithmes, pour redonner du pouvoir aux usagers, pour les sortir du cachot. Et donc, en fait, moi, c'est ça que j'aimerais entendre dans la prochaine présidentielle, notamment, c'est des vraies propositions de réglementation. Et je le dis dans le livre, n'allez pas croire que ce n'est pas faisable. Et dans mon enquête, moi, j'ai découvert des pays qui avaient adopté des mesures dont on ne nous parle quasiment jamais. Quel pays on peut prendre en exemple aujourd'hui sur ce sujet? Pour éviter de prendre une dictature en exemple. Vous m'avez compris, c'est pas un piège, mais par vous m'avez exemple, compris. moi j'aime bien l'exemple du Brésil, parce qu'en plus, c'est même pas l'autorité politique du Brésil, c'est un juge brésilien qui, en 2024, constatant que X foisonne de contenu pro-putschiste, complotiste, qui porte atteinte à la démocratie, en fait, demande à X de retirer ses contenus. X, regard et sourire goguenard d'Elon Musk, refuse, soi-disant, liberté d'expression, sachant que tout ça, c'est aussi l'effet troll et compagnie, donc tu parles d'une liberté d'expression. Donc, X refuse, et que fait le juge? En fait, certes, X est une entreprise américaine sur laquelle il n'a pas de pouvoir direct. En revanche, les fournisseurs d'accès du pays, les fournisseurs d'accès brésiliens, eux, il a un pouvoir dessus, donc il leur fait injonction de ne plus laisser entrer X sur la bande passante. Et avec des sanctions financières très lourdes à la clé, je peux vous dire que tous les fournisseurs d'accès ferment la porte en quelque sorte à X. Et ce bras de fer va durer plusieurs mois jusqu'à que X plie et accepte de retirer ses contenus en question. Donc en fait, on a, dans cet exemple précis, banni X le temps qu'il se conforme à ce qu'on lui disait de faire. On peut tout à fait faire ça. Ça veut dire que concrètement, Emmanuel Macron, il a peur d'Elon Musk?
C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle mesure il est vraiment lucide sur les dangers sur lesquels j'alerte, conscient, volontariste. Je ne suis pas sûre. Moi, c'est pas. Vous voyez, ce que j'ai entendu sur la limitation de l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba, j'allais dire, de la réflexion. Oui, ça, c'est évident. Mais bon. Le plus important, c'est quand même tout le reste, parce que sinon, le gamin à 16 ans, du coup, après, il commence à utiliser les réseaux sociaux, mais qui fonctionnent de façon toujours aussi toxique. Il n'y a pas de problème. Et sur cette mesure-là d'interdiction au moins de 15 ans, est-ce qu'elle est applicable réellement ? Ça paraît difficile. Bon, il y a l'exemple australien, comme ça, d'extérieur, on se dit comment on va interdire à des ados d'accéder à des réseaux sociaux avec des téléphones qui sont partout, avec des parents et des grands-parents qui utilisent tous les jours. Alors, premier rappel, vous savez qu'aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux, normalement, vous ne pouvez pas vous inscrire avant l'âge de 13 ans. Donc déjà, quand on regarde les chiffres des usages, etc., et qu'on se rend compte que vous avez déjà 60% des 9-10 ans qui sont inscrits, vous vous dites, mais au fait... Ça veut dire qu'en fait, ils ne respectent pas une réglementation qui s'impose déjà à eux et sur laquelle ils se sont engagés, donc, sur laquelle ils communiquent. Les parents sont en faute aussi, solidairement ou pas ? Non, mais moi, je ne jette pas la pierre aux parents. Non, je demande. Non, mais moi, vraiment, alors certains me diront que je suis trop laxiste avec les gens, etc. Pas du tout. Ouais. Je ne jette pas la pierre aux parents. Mais vraiment, les parents sont en burn-out parental. Mais il faut imaginer, en plus, on parle de gens qui, par ailleurs, travaillent, ont des temps de trajet, etc. Ouais. Non, enfin, je veux dire, c'est aux politiques de s'occuper de ça et d'imposer une norme. Donc, la première des normes, c'est qu'est-ce qu'on attend pour, saisir la justice du fait que ces réseaux sociaux qui s'étaient engagés à ce qu'il n'y ait pas de moins de 13 ans dessus, en fait, ont laissé passer plein de moins de 13 ans. Alors, la plupart des moins de 13 ans, vous savez comment ils font, hein. C'est-à-dire qu'ils mentent sur la date de naissance, parce qu'à un moment donné, quand vous inscrivez, en fait, ça veut dire tout simplement que le mécanisme qui a été mis en place pour filtrer à l'entrée n'est pas le bon. Alors moi, je vais vous donner un mécanisme qui serait bon pour faire respecter l'interdiction aux moins de 15 ans. Vous avez aujourd'hui l'application, vous savez, service public sur laquelle vous vous authentifiez avec votre fiche d'impôt, avec etc., qui permet de savoir en gros quel âge vous avez. Puisque par définition, ce type d'application c'est vraiment l'État qui l'a mise en place, c'est pas les plateformes, etc. On pourrait très bien utiliser une porte d'entrée comme celle-là à l'entrée même des réseaux sociaux pour savoir quel âge ont les gens. C'est-à-dire que si Avec un gouvernement qui s'engage à ne pas fournir les informations aux entreprises. Justement, si c'est le gouvernement qui utilise sa propre plateforme, j'allais dire, c'est ce qu'il y a de plus sécurisant. Ce qui serait vraiment ennuyeux, c'est si... il était demandé aux plateformes elles-mêmes, je crois que c'est le cas en Australie d'ailleurs, aux plateformes elles-mêmes de mettre en place leur système de vérification où elles iraient piocher encore des données sur vous pour checker. Ça, ce serait ennuyeux. Mais actuellement, c'est le cas avec il y a eu le débat sur les sites X et érotiques. Ce sont les plateformes qui directement filtrent. Voilà. Et pour moi, ça, c'est un problème. Moi, je préférerais à la limite que ce soit l'État dans un cadre sécurisé qui a déjà vos données, qui est déjà capable de savoir quel âge vous avez sur la base de vos différents... informations, qui, à un moment donné, finalement, donne l'autorisation à la plateforme de vous accueillir en son sein. Mais en tout cas, pour répondre à votre question et pour reprendre l'exemple australien, il y a déjà tout de même 5 millions, je crois, de comptes qui ont été enlevés parce qu'il était avéré qu'ils avaient moins de 15 ans. Et je pense que, en fait, ce qui compte dans ce type de législation, c'est la norme sociale que ça installe. C'est-à-dire que, de la même façon que quand on a dit, on ne vend pas d'alcool aux mineurs ou on ne vend pas de cigarettes aux mineurs, oui, vous aviez toujours des mineurs pour tricher, pour contourner, des petits malins, comme vous dites. Mais enfin, la norme sociale qui s'est installée, c'est non, ça se fait pas. On va s'habituer à ça. Et on s'y est habitué. Alors, pour parler un peu de politique, quel parti politique, pour vous, porte mieux ou porterait mieux, même si vous dites que c'est timide pour tout le monde, mais porte mieux ces idées de sevrage numérique? C'est quoi? C'est la Macronie, c'est le PS, c'est LFI? Si vous deviez en choisir un aujourd'hui, dire il y en a un qui m'écoute un peu plus que l'autre. Oula. C'est dur, hein? Alors moi, j'ai vu que chez LFI, on était très 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 réticents à toute réglementation, j'ai l'impression. Donc je les... non, pas eux.
Non, je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur ce sujet aussi bien au Parti socialiste que dans l'actuel centre, on va dire. Ça a cassé les clivages, j'ai l'impression. Ce sujet, en fait, Ouais. comme parfois, il y a des mesures qui sont contre les entreprises, entre guillemets, les GAFAM, puis il y en a d'autres qui donnent l'impression d'être liberticides, on a l'impression qu'on est un peu perdu dans ce débat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais parce que, en fait, je pense que le monde actuel, dans toute sa complexité, nécessite parfois de casser les silos, et puis de sortir aussi d'une forme d'omniscience qui peut s'apparenter à du sectarisme en réalité. Je veux dire, en fait, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une idéologie de pensée qui vous permet de faire la lecture du monde dans tous ces sujets. Je pense qu'en fait, il faut être très pragmatique, partir des besoins du terrain, partir des tensions que vivent les gens et se dire, mais comment est-ce qu'on y répond et comment le politique protège les gens, tout simplement. En fait, c'est cette question-là qui est posée avec sevrage numérique. C'est comment protéger notre libre arbitre et notre disponibilité. Alors vous êtes comme une actrice qui a quitté une série en cours, celle de la gauche. Vous en dites quoi de l'extérieur et est-ce que vous envisagez un comeback dans la prochaine saison? Évidemment, il faut vous attendre à cette question. Alors, qui a quitté une série en cours, mais pas du tout pour rejoindre la concurrente. Non, c'est vrai. Vous avez remarqué tout de même, je suis d'une loyauté à toute épreuve. Moi, évidemment que je me reconnais toujours dans cette famille politique-là. Qu'est-ce que j'attends Comment vous voyez ça déjà, ce spectacle aujourd'hui, d'une gauche comme qui a du mal à se trouver, d'une gauche fracturée, d'une gauche avec deux lignes, si on parle, on va dire, de la gauche réformiste, PS, Glucksmann et LFI, vous observez ça comment? Parce que vous avez des camarades au sein de cette famille politique, j'imagine que vous observez ça de près. Oui, bien sûr que j'observe ça de près, puis je suis restée absolument passionnée de tout ça, donc il n'y a pas eu un moment où je me suis cachée en ermite à ne plus m'intéresser. Non, comment je vois ça avec une forme de... En fait, je suis assez chagrinée de voir qu'on est dans ces beaux draps-là, parce qu'on est dans des beaux draps quand même. J'aimerais bien être pleine d'enthousiasme et d'optimisme, mais la vérité, c'est que force est de constater qu'un certain travail n'a pas été fait, ou pas assez à mon goût, pour expliciter aux Français en quoi avoir la gauche, et notamment la social-démocratie, au pouvoir, ça... les protégerait, les aiderait, répondrait à leurs besoins fondamentalement dans l'époque qui est la nôtre, dans une époque qui est tellement pleine d'angoisse, d'incertitude, de risques. Je ne parle même pas des risques géopolitiques, mais je remets un peu quand même de questions écologiques dans cette affaire, parce que tout le monde l'a oublié, mais on a quand même une planète qui se réchauffe. Donc, en fait, oui, je suis peinée. Et en même temps, comme je suis une observatrice un peu aguerrie de cette vie politique, je sais que ça n'est pas uniquement du fait des acteurs en question. Je pense qu'on a eu un sujet ces dernières années qui est que très peu de bandes passantes, pour rester sur notre vocabulaire, a été laissée à la question du fond, à la question des projets. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que j'aurais tout autant de mal à vous dire quel est le projet de la droite, n'est-ce pas? Sur des sujets, on le voit, même si c'est pas, si on peut estimer que c'est irréalisable ou pas. Non, mais ils parlent toute la journée de sécurité, ils en parlent, ils parlent d'immigration. Je évidemment ne les défends pas. C'est très intéressant parce que, en fait, mon avis là-dessus, c'est que l'immigration en particulier, le thème de l'immigration, est devenu le refuge parfait pour les gens en manque d'imagination, pour les politiques en manque d'imagination. Et donc, je reviens à ce que je dis, il n'y a de projet nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, à défaut d'avoir de l'imagination et des projets de fond pour répondre à la tension sur le logement, aux crispations sur l'éducation, au manque de médecins dans les déserts médicaux, au réchauffement climatique, à défaut d'avoir un projet pour répondre à tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Par confort, on se réfugie dans le thème immigration. Et on s'y réfugie comment? De la façon, encore une fois, la plus rentable possible, c'est-à-dire en épousant la thèse de l'hostilité. Ça va tellement vite, si vous voulez, c'est immédiatement rentable.
table, hop, ça détourne l'attention de l'opinion publique, ça donne une impression de fermeté, d'autorité, etc., bon compte. Mais en fait, pendant ce temps-là, on n'a rien résolu. Alors, vous envisagez ou pas un comeback dans la prochaine saison ? En tout cas, le jour où je reviendrai, je peux vous dire que je procéderai autrement. Ah oui ? Oui, non, je procéderai autrement. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il ne faut pas capituler. En fait, tout ça, c'est de la capitulation. Se réfugier dans cet exclusif thème de l'immigration, épouser les thèses d'hostilité, même quand parfois on n'y croit pas, juste parce qu'on se dit ça va nous faire monter dans les sondages. Et là, pour 2027, ça vous a effleuré ? Vous entendez toutes ces idées de primaire, de candidature, où vous vous tenez encore à distance, où vous dites Non, moi, pour l'instant, je suis... disons en soutien, mais pas actrice de premier plan. D'accord. Moi, c'est clair. Pour le moment, on enregistre. Ça qui est bien, c'est comme on enregistre tout, on sortira le moment venu. Allez, pour finir, pour vous, on est dans quelle série actuellement ? Si on devait être dans une série, si on est dans une série. Oh là, vous avez vu cette merveilleuse série qui s'appelle Years and Years ? Oh oui. Elle date de quelques années néanmoins, mais peut-être qu'elle est encore diffusée. Une mini-série, ce qu'on a appelé ça, moi, j'ai une préférence pour les mini-séries parce que ça se regarde plus rapidement. Mais je la conseille à ceux qui ne l'ont pas vue. Elle est hyper... c'est une dystopie, comme on dit, mais à très court terme, à 5 ou 6 ans de terme. Et en fait, elle est tellement bien vue sur tous les sujets. On y est presque. Alors, on ne spoil pas, mais le monde n'est pas foufou dans cette série. Non, il n'est pas foufou. Non, mais par contre, là où elle est géniale, cette série, c'est justement parce que le terme est si proche, c'est que en fait, ça aide à se poser la question de qu'est-ce qu'il aurait fallu faire 5 ans, 6 ans en arrière pour éviter d'en être là. Et en fait, on peut faire des choses. C'est dans une Angleterre Brexit, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, se pose aussi bien la question, les questions migratoires, les questions de rapport justement au numérique, aux robots, les questions de populisme, tout y est. Tout y est. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Je rappelle votre livre Sevrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer, édition Talendier, c'est ça ? Oui, absolument. Super édition. Eh bien, bon courage et à très vite, j'en suis sûr. Merci à vous. Personnage principal, Asdina Chaouch.